Donc ce matin, la thématique que j'ai choisie, c'est les plus beaux nus du Louvre, qui est une sélection, vous le voyez, tout à fait personnelle, parce que tout simplement des nus au Louvre, il y en a énormément, pas qu'au Louvre d'ailleurs, puisque en fait la thématique du nu dans l'histoire de l'art, c'est quelque chose d'extrêmement ancien. C'est une thématique que les artistes ont comment dire, développé quasiment depuis toujours, depuis que l'art existe. J'en veux pour preuve évidemment les Vénus préhistoriques que l'on trouve dans divers musées. Ça n'est pas le cas évidemment au musée du Louvre, puisque le Louvre ne s'intéresse pas véritablement à la préhistoire, alors qu'en réalité, il y a tout de même quelques objets préhistoriques. Et c'est le cas ici de cet homme nu en ivoire qui vient d'Égypte. Alors vous le voyez ici, je vais prendre mon petit pointeur que voici. La période qui est indiquée, c'est la période de Nagada I. Donc ce sont des périodes encore préhistoriques en Égypte aussi, puisque vous le voyez, nous sommes au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est un objet, celui que vous voyez ici, qui a 6000 ans. Alors, il a une particularité, il a été sculpté, regardez, dans une incisive d'hippopotame. Donc, vous avez sous les yeux, tout simplement, un objet qui est en ivoire et qui fait 25 cm et qui a ce profil extrêmement longiligne, vous le voyez, parce que tout simplement, il adopte la forme de l'incisive de l'hippopotame. Alors, on parle souvent effectivement des Vénus préhistoriques, paléolithiques. Ici, vous le voyez, c'est un homme qui est représenté. Ça n'est pas, comment dire, exceptionnel, mais c'est quand même relativement rare, puisqu'on a souvent présenté essentiellement les femmes en tant que symbole de fertilité. Il faut noter une chose, c'est que ici vous voyez que les bras étaient le long du corps et qu'ils ont été cassés malheureusement. En revanche, les pieds n'ont jamais été achevés, donc ils étaient ainsi. Il n'y a pas à avoir l'impression qu'il manque un autre élément. Remarquez que la tête est plate et très lisse, il y a une absence de bouche, le nez est à peine esquissé. Vous voyez que les yeux sont creusés et qu'à l'intérieur de l'œil droit, on a encore une incrustation qui malheureusement a disparu dans l'œil gauche. Pas de souci de véracité anatomique, si ce n'est ce pénis en érection qui est là pour le coup assez développé évidemment, toujours en signe de virilité, de fertilité, de fécondité, etc. C'est un symbole de pouvoir. Notez quand même qu'il existe une statuette qui est extrêmement proche, plus grande en revanche, qui fait 35 cm, qui est au musée du Caire. La seule différence, c'est qu'il y a en fait un étui pénien autour de ce sexe, ce qui correspond à une réalité vestimentaire de l'époque en Égypte, dans tout le bassin méditerranéen oriental. On portait au 4e millénaire avant notre ère des étuis péniens. On va quitter l'Égypte pour aller en Grèce, ici dans les Cyclades. Nous avons affaire à ce qu'on appelle l'art grec archaïque. Ici, une figure féminine qui correspond à ce qu'on appelle une idole cycladique. Donc, c'est dans les Cyclades que véritablement se développe l'art grec dans un premier temps. C'est d'ailleurs dans les Cyclades qu'en fait toutes les innovations vont se faire jour dans toutes les étapes du développement de l'art grec. Et ici, on a ces premières idoles que l'on considère comme occidentales. Vous voyez qu'on a une très très grande géométrisation du corps, un visage qui est réduit véritablement à sa plus simple expression, avec uniquement le nez qui est saillant, tandis que le reste n'est même pas esquissé. Alors comment ça se fait? C'est tout simplement que ces statuettes qui sont en marbre étaient tout simplement peintes. Donc il faut imaginer des yeux peints, une bouche peinte et puis vraisemblablement des couleurs pour, si ce n'est les vêtements, au moins le corps qui était représenté ainsi.
Les idoles cycladiques présentent toujours ce caractère extrêmement carré des épaules, avec simplement 2 petites bosses pour les seins. Et vous le voyez, même pas la représentation du sexe féminin, simplement une entaille pour bien dissocier les jambes. Donc là, vous voyez que à travers ces 2 premières représentations du corps humain, il ne s'agit pas nécessairement de représenter la réalité du corps, mais simplement l'idée du corps humain et non pas son anatomie. En revanche, et on va faire un bond dans le temps, hein, là nous sommes au 3e millénaire avant notre ère, mais au 6e siècle avant notre ère, en Grèce, voilà le type de représentation du corps humain. Ce type-là, celui-ci s'appelle le kouros d'Axium parce qu'il a été trouvé à Axium, mais ce type-là, c'est ce qu'on appelle un kouros. Donc en fait, un kouros, c'est la représentation votive d'un corps masculin qui était considéré par les Grecs comme un symbole de perfection, puisque les dieux sont nus, l'homme nu est parfait et il faut donc le représenter ainsi. Le pendant du kouros, ce sera ce qu'on appelle la chorée, qui est la jeune fille, et la jeune fille, quant à elle, n'est pas représentée nue. Donc ça, c'est une différence très importante avec ce qu'on vient de voir. Dans l'art archaïque grec des Cyclades, les femmes sont nues. On est encore dans la filière, enfin de la descendance tout simplement de la représentation de la nudité féminine préhistorique, tandis qu'avec la mise en place du système de croyance dans la mythologie grecque, on va établir une hiérarchie et ce sont les hommes qui sont parfaits, tels que venus au monde, c'est-à-dire nus. Les femmes, quant à elles, doivent être vêtues. Donc on verra à quel moment la révolution s'est faite. Cependant, le type du kouros est toujours représenté de la même manière. Il faut bien les imaginer peintes, hein, puisqu'il faut pouvoir les voir à distance. Vous voyez que l'on essaye de représenter de manière un petit peu plus réaliste le corps humain, avec ici, vous le voyez, les petits os que nous avons ici au niveau des clavicules. Vous remarquerez que l'on a entaillé tout simplement la pierre ici de manière tout à fait, comment dire, illusoire. En fait, c'est pas du tout une bonne réalisation, une bonne représentation du muscle, mais on essaye de représenter le pli des côtes, en fait, tout simplement. Et puis, vous voyez ici les tablettes de chocolat qui sont simplement incisées, en fait, hein, dans la pierre. Les couroilles, puisque le pluriel de kouros, c'est couroilles, sont toujours représentées de la même manière, dans un semblant de mouvement, puisque la jambe gauche est toujours légèrement avancée. On le voit ici, hein. On voit que la hanche est très légèrement déportée. En réalité, ça ne peut pas se faire de manière naturelle parce que si on devait avoir les hanches à la même hauteur en ayant un pied devant l'autre, on aurait une jambe plus longue que l'autre. Là, en l'occurrence, ce serait la jambe droite hein, qui serait plus longue. Donc, le kouros est toujours représenté de manière symétrique avec la jambe gauche avancée. De dos, voilà ce que cela donne. On n'a pas un pli qui est particulièrement développé au niveau du dessus des fesses. Et on voit que le pli des fesses n'est pas non plus extraordinairement mis en scène. En revanche, ce que l'on voit, c'est que les cheveux sont toujours stylisés de la même manière. Voilà pour ce kouros d'Axium vers 550 avant notre ère. Et voici une évolution de ceci, ce qu'on appelle le torse de Milet, parce qu'il a été trouvé dans le théâtre de la cité antique de Milet, qui se trouve en Turquie actuelle. Et il s'agit, vous le voyez, d'une évolution du style. C'est-à-dire qu'on retrouve bien le côté volonté de représenter un léger mouvement, puisque la jambe gauche est placée en avant de la jambe droite. En revanche, il y a un souci anatomique un peu plus grand, avec, vous le voyez, ces abdominaux qui sont un peu plus réalistes. Alors, ça reste des abdominaux d'hommes qui font du sport, hein, évidemment, mais parce que ce sont des divinités, hein, donc ils sont parfaits. Vous le voyez, on ajoute les pectoraux ici, le pli juste au-dessus de la hanche.
On a une schématisation du pubis qui a toujours un peu cette forme d'étoile. Alors ici, le sexe est manquant parce que ce sont souvent, en fait, les pénis sont souvent des pièces qui ont été rajoutées, donc qui sont fixées en fait par un système de tenons et qui malheureusement sont abîmés. Qui plus est, il manque souvent les sexes sur les statues antiques parce qu'il a pu y avoir des destructions systématiques. Alors, quand je vous mets ici une date en vous précisant avant le 2e siècle avant Jésus-Christ, ça veut dire concrètement que le torse de Milet a été en réalité construit ou créé, vraisemblablement au 5e siècle avant notre ère et réemployé au 2e siècle pour devenir une partie de la décoration du proscenium, donc de la scène du théâtre de Milet. Ce qui nous le prouve, c'est ceci. Vous voyez ici, vous avez un trou au niveau de la fesse et dans la cuisse droite qui indique qu'il y avait des tenons pour fixer la statue contre le mur. Donc c'est sans doute une statue qui représentait une divinité non identifiée, et qui a été transformée au 2e siècle de notre ère, c'est-à-dire après 300 ans à peu près d'existence, pour devenir un élément de décoration scénique. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent en Grèce, comme ailleurs. C'est coûteux, ça demande beaucoup de savoir-faire de réaliser ce genre d'œuvres. Donc, quand elles sont là, on les réutilise. Si on reste toujours en Grèce, mais que l'on avance un petit peu dans le temps, vous voyez ici ce Marsyas supplicié, qui, comme vous le voyez, est en fait une statue romaine, qui est une copie d'une statue grecque de la période hellénistique. Donc on pense que l'œuvre originale date aux environs du 3e siècle avant notre ère et que on a affaire à une statue qui a sans doute été faite au 1er ou 2e siècle de notre ère, mais qui reprend un motif qui était très développé. Alors, quand on parle de la période hellénistique, c'est la période qui va d'Alexandre le Grand et sa conquête jusqu'à la chute des royaumes hellénistiques suite à la conquête romaine. Donc on est entre, on va dire, 323 avant Jésus-Christ et 31 avant Jésus-Christ avec la bataille d'Actium et la mort de Cléopâtre. Ici, ce que vous voyez, c'est pour la représentation du nu, une exagération. Alors, on le voit au niveau de la musculature, qui est évidemment trop importante, mais c'est aussi une exagération du pathétique. Alors, pourquoi ce pauvre personnage Marsyas est-il représenté ainsi ? Parce que Marsyas était un Silène, donc c'est un membre de la suite de Bacchus ou Dionysos. C'est un être de la nature assez sauvage et il jouait de la flûte. Et il a voulu un jour défier Apollon, le dieu musicien, en lui disant qu'il savait mieux faire que lui et donc un concours a été créé. Marsyas a joué, Apollon a joué, et les muses ont décrété Apollon vainqueur. Bon, soit dit entre parenthèses, c'est le dieu de la musique, donc il y a peu de chances qu'on le batte, mais c'est surtout le père des muses, donc il y a peu de chances qu'elles ne votent pas pour leur père. Quoi qu'il en soit, Apollon se venge de la prétention de Marsyas en le condamnant à être supplicié, c'est-à-dire qu'il doit être attaché à un arbre et que l'on va le dépecer vivant. Non, les dieux ne sont pas toujours très sympathiques. Et ici, vous ne voyez qu'une pièce manquante. En réalité, c'est un seul élément d'un groupe statuaire, puisque regardez bien, on voit que Marsyas regarde de ce côté-ci, puisque dans le groupe d'origine, il y avait son bourreau, avec lequel il échangeait un regard pitoyable avant de mourir. Ce qui n'est pas visible ici, simplement parce que je n'ai pas trouvé de photo satisfaisante, c'est que, en fait, il y a une petite corne, des petites cornes ici, puisque c'est un silène, il a les oreilles en pointe et il a surtout au niveau des reins, à l'arrière de son corps, une petite queue qui indique qu'on a affaire à un silène. Regardez quand même la beauté de la représentation de ces muscles et de cette peau étirée. On a vraiment ce goût du pathétique en ce qui concerne la période hellénistique.
Alors, on va venir maintenant vers les femmes, toujours en Grèce. maintenant vers les femmes, toujours en Grèce. Je reviens légèrement en arrière. En fait, on est à peu près à la même période. La date ne correspond pas, hein. Je vous ai mis vers 150 avant notre ère. C'est probablement la date de cette statue, mais ce n'est pas la date de la statue d'origine. Parce que Praxitèle était un sculpteur du VIe siècle avant notre ère, du 5e siècle avant notre ère, et c'est un sculpteur à qui une cité avait commandé une représentation d'Aphrodite. Or, jusque-là, on ne représentait les femmes, je vous le rappelle, que vêtues. Et Praxitèle s'est dit, mais enfin, Aphrodite, c'est la déesse de la beauté, et on la représente souvent au moment de ses libations, c'est-à-dire lorsqu'elle se purifie en quelque sorte, ou juste en sortant de ses libations et lorsqu'elle se sèche. Et donc, il s'est dit, bah, tiens, je vais totalement innover et je vais représenter une femme nue. Alors, elle était sans doute pas totalement nue, je vais y revenir. Mais ça a été un scandale absolu et le commanditaire a refusé de payer pour cette œuvre. Voilà que Praxitèle repart avec sa statue sous le bras, c'est quand même très ennuyeux pour lui, jusqu'à ce que la cité de Cnide, qui est toujours actuellement une cité qui se trouve en Turquie actuelle, achète l'œuvre. Ils se disent, bon, bah, très bien, on va la mettre dans le temple d'Aphrodite, c'est pas grave, allons-y, c'est novateur. N'oubliez pas qu'elle est toujours peinte, hein. La statue, ça c'est très important. Et finalement, cette statue de Praxitèle a remporté un tel succès qu'à partir de là, on a toujours représenté Aphrodite nue ou à moitié nue. Et c'est ainsi qu'un canon esthétique s'est mis en place. Or, précisément, le canon esthétique développé par Praxitèle ici, c'est que, alors là, évidemment, la tête est manquante, mais dans le corps, il y a 5 fois la taille de la tête. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le canon grec classique. À titre comparatif, dans le corps de la Vénus de Milo, qui elle est hellénistique, c'est-à-dire un peu plus récente pour nous, il y a 6 fois la taille de sa tête. Donc on a le canon classique, 5 fois la taille de la tête, et le canon hellénistique, 6 fois la hauteur de la tête dans la totalité du corps. D'où l'idée qu'une femme peut être un canon, puisque c'est un canon esthétique. Quand je vous dis que celle-ci date de 150 avant notre ère, alors que l'œuvre originale est du 5e siècle, c'est tout simplement parce qu'on n'a plus l'œuvre originale. Nous n'avons que des dizaines et des dizaines de copies, mais nous n'avons plus l'œuvre originale. Or, c'est la quantité de copies qui nous indique à quel point ce modèle a été primordial. Voici l'une des têtes. Alors celle-ci, c'est celle qu'on appelle la tête Kaufmann. C'est la tête en fait qui allait avec le corps de la Vénus, on le connaît. En revanche, vous l'avez vu, nous n'avons pas les bras. Ce qui veut dire que nous avons plusieurs possibilités d'interprétation pour la tenue totale du corps d'Aphrodite ou Vénus. Et ici, en voici une, c'est la Vénus du Belvédère, qui est donc au Vatican, et qui représenterait, vous voyez, une Vénus, alors on appelle ça une Vénus pudique, puisqu'elle met la main devant le sexe pour ne pas être vue. Vous voyez que son drap se trouve ici. Et je vous rappelle simplement une chose, c'est que si vous voyez un élément sur une statue en marbre, comme ceci, c'est pour pouvoir soutenir le poids de la statue. Si vous voyez le même type d'élément sur une statue en bronze, ça veut dire que ce n'est pas un original et que l'original était en fait en pierre et qu'on a réalisé le modèle pour la fonte en bronze à partir d'un modèle en pierre. Pour une raison simple, c'est qu'une statue en bronze est creuse et n'a donc pas besoin d'un soutien ici, puisque c'est beaucoup moins lourd. Voici une autre version qui paraît être plus satisfaisante pour les spécialistes de la représentation probable d'Aphrodite par Praxitèle pour l'Aphrodite de Cnide, où on retrouve le visage. Cette statue a été trouvée à Arles en 1651 et c'est ainsi qu'on l'appelle la Vénus d'Arles. Vous voyez qu'ici, elle est à moitié vêtue, ce qui paraît probable. Et vous voyez qu'elle tient une pomme, puisque la pomme est l'un des attributs de Aphrodite, puisque c'est au moment où Paris a dû choisir entre 3 déesses la plus belle qu'il lui a remis
cette pomme. Et c'est ainsi qu'Aphrodite, lui ayant promis l'amour d'Hélène, la guerre de Troie a débuté. Ça, c'est une très longue histoire, je vous la raconterai peut-être au cours d'une autre visite. En attendant, je vous propose de revenir vers les hommes et ici vous montrer une statue qui représente Marcellus, qui était le premier gendre ou neveu et gendre et héritier de Octave, qui est le premier empereur, hein, Octave qui est devenu Auguste. Donc c'est le premier héritier d'Auguste, qui est mort avant Auguste et qui n'a donc pas pu lui succéder. Résultat, on a créé tout simplement cette statue funéraire qui est une reprise d'un type de statue funéraire qui avait été développé suite à la bataille de Coronée au 5e siècle avant notre ère, sur le modèle de Hermès Psychopompe. Alors Hermès Psychopompe, ça veut dire Hermès, le dieu qui transporte les âmes après la mort. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. Pourquoi est-ce que je vous montre ceci? Bon, parce que d'abord, vous avez une belle musculature ici, qui est quand même pas mal. Et puis, parmi les conférenciers, les étudiants d'histoire de l'art, c'est quand même le Marcellus, on l'appelle le Marcellus, qui est considéré comme celui qui a les plus belles fesses de tout le musée du Louvre. Voici. Je dois dire que, oui, il se défend. C'est quand même pas mal. On a vraiment un très beau rendu de ce dos, hein, une très belle ligne. Et puis, il faut dire des fesses très, très rebondies. Est-ce que c'était ainsi? Je n'en sais rien. N'oubliez pas qu'il y a toujours une part d'idéalisation et qu'à l'époque, la sculpture, c'est comme le Photoshop actuel, hein. On enjolive quand on veut. Retour vers Aphrodite, avec ici une Aphrodite accroupie. Alors ici, c'est surtout la beauté de la représentation du vrai corps féminin, alors idéalisé tout de même, hein, mais où vous voyez les plis ici, qui correspondent à une observation tout de même un petit peu plus approfondie de l'anatomie féminine dans cette position. Et puis, cette œuvre est assez touchante parce que regardez, quand vous êtes derrière elle, vous voyez une petite main. Et ici, un autre petit élément qui correspond au coude. Donc, cette main, en fait, c'était le fils d'Aphrodite, hein, Eros, qui tenait tout simplement le dos de sa mère. On voit ici le coude et on voit ici sans doute la cuisse de Cupidon, d'Eros, tout simplement. Cette œuvre, je vous le précise, a été trouvée à Vienne, en Isère, dans les thermes de Sainte-Colombe, dit Palais du Miroir. On les a trouvés dans les années 1830. On change maintenant de lieu, de style, et on saute vraiment une grosse période pour une raison très simple. C'est qu'avec le Moyen-Âge, il y a une moralisation générale de tout simplement la représentation du corps humain. On ne veut plus le voir. Hein, on va couvrir tout le monde. À quoi cela tient? Ce n'est pas nécessairement que la nudité est choquante en elle-même, c'est qu'on estime que l'homme est parfait tel que Dieu l'a fait et qu'il y aurait une forme de vantardise de la part d'un artiste à représenter la nudité, puisque ce serait se mesurer à Dieu. Ce serait essayer de recréer la perfection divine, et il ne faut donc pas le faire. Cependant, à partir de la Renaissance, donc au Moyen-Âge, il y a une espèce de gros trou, hein, de représentation de la nudité, sauf très exceptionnellement. Et puis avec la Renaissance, on va retrouver ce goût de la nudité parce qu'on retourne vers les antiques, vers les anciens, et que l'on moralise certains motifs. Donc ici, je vous ai montré, j'ai choisi une œuvre de Lucas Cranach l'Ancien, qui est une œuvre qui est entrée dans les collections du Louvre il y a très peu de temps, il y a moins de 10 ans, grâce à une souscription qui avait été lancée, qui avait remporté un grand succès. C'est une toute petite œuvre, hein, c'est vraiment pas extrêmement grand. Assez fascinante et qui représente les trois grâces. Alors c'est un motif qui est très courant, hein, dans l'histoire de l'art, les trois grâces, mais qui est assez rare dans l'œuvre de Lucas Cranach, parce que tout simplement Cranach vit et travaille essentiellement à Wittenberg, dans le Saint-Empire romain germanique, dans une cité, une ville qui est protestante. À cette époque-là, en 1531, on a déjà dans le Saint-Empire quasiment décidé que c'est le seigneur
du lieu qui choisit sa religion. Or ici, Cranach répond à tous les éléments. Les 3 grâces sont 3, sinon on ne les appellerait pas les 3 grâces. Il y en a toujours une de face stricte, une de profil, une de dos. Pour celle représentée de dos, vous voyez, il n'hésite pas à lui faire une contorsion du cou qui est tout à fait exceptionnelle pour que l'on puisse voir son visage. Cependant, le corps très longiligne, petite poitrine, ventre développé, visage un peu poupin correspond tout à fait aux caractéristiques esthétiques de Cranach. Cranach représente toujours des jeunes filles, en fait, très jeunes, qui sont à peine dans la puberté, vraisemblablement. Les colliers d'or que vous voyez là correspondent au goût esthétique des femmes de l'époque à Wittenberg. Et enfin, la nudité est très légèrement cachée par ce voile qui lie les femmes. Alors, il faut noter qu'il y a quand même une forme de moralisation chrétienne là-dedans. Les 3 grâces s'appellent Aglaé, Euphrosine et Thalie. Et ici, elles ont des vertus de générosité, d'amour d'autrui, que l'on peut rapprocher d'une devise latine de Sénèque qui est « je donne, je reçois et je renvoie ». Donc, on peut montrer la nudité si ça renvoie à des valeurs morales supérieures et pourquoi pas chrétiennes supérieures. Nous passons maintenant dans le domaine français avec cette œuvre que vous connaissez sans doute, ne serait-ce que par le générique d'une célèbre émission qui s'appelle Dardar, où vous voyez ici le portrait présumé de Gabrielle Détré. Donc Gabrielle Détré, ce serait elle. Je rappelle que Gabrielle Détré était la maîtresse d'Henri IV, plus que la maîtresse d'ailleurs, car au moment où ce portrait a été peint, il était question que Henri IV épouse Gabrielle Détré pour en faire sa reine. Or, de manière fort opportune, Gabrielle Détré est morte avant la réalisation de ce mariage, donc c'est plutôt une bonne chose. J'entends une bonne chose pour les grands de ce monde, puisque Gabrielle Détré n'est pas une princesse, et ça aurait été assez problématique. Qui plus est, un roi ne doit pas épouser sa maîtresse ou ne surtout pas en faire la reine. C'est ce que Louis XIV fera plus tard lorsqu'il épouse Madame de Maintenon, mais c'est ce qu'on appelle un mariage morganatique. La femme que vous voyez là est probablement la duchesse d'Entragues, la sœur de Gabrielle Détré, et toute la problématique, c'est pourquoi lui pince-t-elle le téton? On pense que c'est tout simplement parce que Gabrielle était probablement enceinte de César de Vendôme et que donc sa sœur, par ce geste, montre sa fertilité par la montée de lait éventuelle. Vous remarquerez que les corps ici sont totalement idéalisés, elles ont quasiment le même visage. Il n'y a aucun souci de représentation de du visage exact de la personne, et puis le corps est de porcelaine, donc on n'est pas du tout sur une représentation vériste du corps. Ce qui n'est pas le cas du prochain artiste, Rembrandt, qui en 1653 représente Bethsabée au bain, sous les traits, sous le corps de sa jeune épouse Saskia, dont il montre ici toute la volupté. Alors on retrouve toujours ce ventre un petit peu rond, ça ne veut pas forcément dire la grossesse, ça veut simplement dire l'espérance de grossesse, l'espérance de fertilité. Et puis par ailleurs, vous savez que les codes esthétiques féminins ne sont pas les mêmes à l'époque. Je voulais vous préciser que cette œuvre-ci est très grande puisque le corps de Bethsabée est quasiment à grandeur nature. Donc c'est une œuvre très très volumineuse, très imposante, qui est assez rare dans la représentation, dans le travail de Rembrandt, qui montre très rarement finalement ce volume et cette taille, cette dimension d'œuvre d'art. Vous précisez enfin que l'on a fait des radios récemment qui montraient que Bethsabée avait à l'origine le visage levé vers le ciel, ce qui ne donnait pas cette très grande mélancolie et cette grande tristesse. Alors pourquoi cette femme si belle qui tient une lettre est-elle si triste? C'est parce que la lettre qu'elle tient, c'est la lettre du roi David qui l'a vue lors de son bain et qui en a été saisi et qui lui a donc adressé ce courrier dans lequel il l'invite à le rejoindre dans ses quartiers, et il la pousse à tromper son mari Uri, qui est le chef des armées de David. Ce ne sera pas impuni puisque le premier fils de David et Bethsabée, né de cet adultère,
mourra. C'est des dieux qui se vengent ainsi. Voilà pour cette très belle œuvre de Rembrandt. Et puis nous changeons de style, attention, plus aucune fausse pudeur ici, avec l'œuvre d'Edme Bouchardon, qui est le Faune endormi, qui est une copie absolument identique de ce qu'on appelle le Faune Barberini, qui était d'abord en Italie et qui est maintenant à la Glyptothèque de Munich. Donc là, c'est ce qu'on appelle une copie, c'est presque une commande, tout simplement, et Bouchardon a refait exactement la même, telle qu'elle était. La particularité de celle-ci, c'est qu'en fait, elle est abîmée. Vous voyez toutes les traces, la brune, parce que c'est une statue qui était exposée en extérieur et qui a malheureusement souffert de la pollution des pluies acides. Et en fait, la peau du marbre est complètement abîmée, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas la rétablir. En revanche, cette statue montre un nu qui est tout à fait étonnant par son relâchement, par son impudeur, et qui correspond à la représentation d'un faune. Un faune, c'est un être sauvage avec des petites oreilles pointues, des petites cornes. C'est l'animalité en fait, et c'est pour ça que le sexe est plus grand, extrêmement visible. Mais il s'agit quand même d'une des statues les plus impudiques de l'histoire de l'art, que ce soit le Faune endormi ou le Faune Barberini, l'original. Toujours dans l'impudeur, un petit détour du côté de François Boucher, qui dans cette odalisque que l'on appelle parfois l'odalisque brune, nous donne à voir son fantasme de l'Orient, puisque l'odalisque, ce sont ces esclaves sexuels du sultan, en tout cas tels qu'on les fantasme, toujours à la peau extrêmement blanche. Et vous voyez, alors là, elle est carrément offerte, évidemment, comme si on regardait par le petit trou de la serrure. La légende veut que ce soit Madame Boucher elle-même qui est posée. Je vous rassure, cette œuvre-là n'était pas exposée au vu et au su de tous. C'est un tout petit format. Elle est en fait à peine plus grande que l'écran. Et pour le coup, elle n'était pas présentée à tous. C'était vraiment quelque chose qui se diffusait par gravure. On a affaire vraiment à l'art libertin qui circulait sous le menton. Maintenant, vers plus de dignité, une représentation de nu qui est tout à fait exceptionnelle, puisqu'il est assez rare de représenter, d'une part, un artiste vivant, en l'occurrence un auteur vivant, puisque c'est la toute première représentation d'un écrivain de son vivant, puisque Pigalle avait été sollicité par un groupe un cercle littéraire qui voulait rendre hommage à Voltaire. Et donc en 1770, il s'est rendu en Suisse, a rendu visite à Voltaire, qui a posé pour lui. Il avait réalisé, Pigalle, un buste uniquement donc du visage de Voltaire en terre, qui avait été jugé tout à fait satisfaisant, et on lui avait donc commandé le reste du corps. Et Pigalle, vraisemblablement sur les conseils de Diderot, avait décidé de se servir d'une statue antique qui représentait un corps de vieillard. Et il a voulu simplement représenter Voltaire nu, dans son âge, c'est-à-dire avec un corps qui n'est pas le corps musculeux que nous avons vu jusque-là. C'est la réalité d'un corps vieilli. Et c'est une manière pour lui de montrer le triomphe de l'esprit sur le corps, véritablement. Or, Voltaire en avait entendu parler, il avait essayé de le dissuader de le représenter ainsi. Et au bout du compte, il a laissé Pigalle faire, au nom de la liberté créatrice, tout simplement. Et donc, on a affaire ici à une œuvre qui est majeure dans l'histoire de l'art, qui montre aussi tout le mouvement. Regardez, on dirait que Voltaire est saisi au moment où il va se lever, et son visage brille d'intelligence. Le voici ici, regardez toute la douceur, la bonté et l'intelligence de ce regard. Donc c'est une œuvre majeure maintenant, qui est considérée comme telle, et qui pourtant a été refusée, tout simplement. Par les commanditaires qui ont souhaité une œuvre beaucoup plus classique, où on retrouve Voltaire habillé, enfin voilà, qui n'a pas la force et l'intelligence de celle-ci.
Celle-ci, je vous recommande vraiment d'aller la voir si vous ne l'avez jamais vue, dès que le Louvre sera ouvert. En plus, ce sont des espaces assez tranquilles où il n'y a pas trop de monde. Enfin, pour finir, je vous propose Delacroix avec La mort de Sardanapale, qui est une interprétation d'un ouvrage de Byron, que Byron avait dédié à Goethe, dans laquelle il raconte l'histoire de Sardanapale, cet empereur assyrien qui, lors de sa chute, a été tout simplement, comment dire, sa ville a été prise d'assaut. Donc là, vous voyez que le palais est ouvert, on voit l'éventrement du palais, on voit les flammes et la fumée extrêmement noire de l'incendie. Mais Delacroix part du poème, entre guillemets, part du texte et extrapole parce que Byron ne dit pas comment Sardanapale meurt. Il dit simplement qu'il meurt. Delacroix, lui, imagine Sardanapale, vous le voyez, alangui sur son lit, ayant réuni dans sa chambre gigantesque toutes ses maîtresses de son harem, ses esclaves, ses chevaux, et ordonnant un massacre gigantesque que Delacroix appelait mon grand massacre. Donc, si on détaille un peu, on va voir deux nus qui sont tout à fait exceptionnels, avec des emprunts évidents à Michel-Ange, notamment dans la musculature, dans les torsions des corps. Regardez ce très beau dos ici et le sein qui est à peine dessiné. Pour ceux qui ont vu la visite sur les superstars du Louvre, vous vous souvenez comment Ingres représente le sein de l'odalisque. Là, vous voyez qu'il est un peu plus réaliste. Il est quand même légèrement décalé sur l'extérieur, le sein, pour qu'on le voit. Au passage, à l'arrière, vous voyez cet autre très beau corps de forme serpentine. Donc, on a vraiment une représentation des nus qui est tout à fait exceptionnelle. Et voici, mais là encore une fois, c'est très, très personnel. Pour moi, le plus beau nu féminin du Louvre, c'est cette esclave qui est poignardée, vous le voyez, plutôt cette femme du harem qui est poignardée ici. Alors ici, d'abord, le côté serpentin du corps est tout à fait incroyable. Et puis, la très grande sensualité réside ici, dans ce pied, qui est dans une petite savate qu'on appelle une mule, et qui est, au moment où Delacroix peint ceci, la chose la plus sensuelle qu'il puisse être donné de voir. Voir une mule comme ça, un pied dans une mule, c'est ahurissant. Je vous renvoie à l'Olympia de Manet, qui a un peu moins de 40 ans de moins, mais où on retrouve cette idée de la mule et du pied à peine inséré dans cette mule, donc signe de sensualité absolue. Voilà pour cette petite sélection des plus beaux nus du Louvre. Encore une fois, je vous l'avais dit dès le départ, je l'ai noté, c'est une sélection tout à fait personnelle. Ça ne concerne que ceux que j'aime montrer et puis finalement les nus que j'apprécie. Il y en a tant d'autres, puisque le nu est tellement important dans l'histoire de l'art. Et puis un petit rappel des prochaines thématiques. Alors pour dimanche après-midi, Pompéi dans votre salon, pour certains d'entre vous, vous avez déjà pu faire cette visite en groupe, celle-ci est payante, donc sur inscription, toujours sur mon site internet. Et puis, la prochaine visite confinée, ce sera mardi matin à 11 h sur Kunz, Kapoor et Eliasson à Versailles. Donc, il s'agit en fait d'un prétexte. J'utilise les expositions à Versailles simplement pour vous donner les grandes lignes du travail des uns et des autres et voir eh bien, ce que cela peut amener comme